Il dit que c'est bon? Ah, bonjour, merci. Bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui au 3e jour du congrès et nous allons parler des outils de gestion. Et comme vous l'avez compris dans le processus du programme, cette séance introductive est destinée à vous présenter de façon générale, au travers le regard d'un certain nombre de panélistes, les différentes thématiques qui vous ont paru importantes pour ce thème général des outils pour la gestion des aires marines protégées. Je me présente, je suis Olivier Laroussini, je suis le directeur de l'Agence française des aires marines protégées et mon rôle va être de poser des questions, de vous présenter tout à l'heure et de poser des questions à nos panélistes. Et je suis aidé pour l'animation de cette journée par Dan Lafollet. Dan, could you say a few words about you and the program of the day? Hello. Oh, it's working. Yes, good morning, everyone. I'm Dan Lafollet. I'm Marine Vice Chair of the World Commission on Protected Areas, and it's my pleasure to co-chair this with Olivier. For those of you who were here last night for Sylvia Earle's Hope Spot launch, which finished quite late, I'd like to assure you I did actually go home and go to bed and didn't just simply sleep on the stage overnight. Anyway, so let's kick off today. So it's day 3 of Impact, and I think you should be kind of seeing there's a logical flow to the framework that we've developed for this Congress. So yesterday we were talking about science and knowledge in the service of effective management. Today it's about tools for MPA management and enforcement, and tomorrow we kind of move forward to look at governance, partnerships and industry involvement, and then Friday it's about bringing it all together to explore the regional approaches. So let's talk a little bit about today, about tools for management and enforcement. And this is, I think, kind of, you can have all the science in the world, and you can have all the knowledge in the world. On peut avoir toute la science du monde à sa disposition, tout le savoir, mais tant que l'on ne transforme pas ce savoir en outils, tant qu'on n'a pas une façon de traduire la science en action, on n'avance pas vraiment. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Quand on réfléchit aux objectifs 2020 d'Aichi, les objectifs régionaux, ce n'est pas une question de chiffres, de pourcentage, il s'agit vraiment de la qualité de ce que nous faisons. C'est ça le réel enjeu. Nous parlons d'une gestion efficace et équitable. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble, dont nous allons débattre ensemble. Nous allons donc parler de processus, de gestion, de gouvernance de ces aires marines. Je vais donc commencer par présenter un peu le programme de la journée, donc non sans vous rappeler les ateliers, les Knowledge Café qui auront lieu au cours de cette journée. Et je vais également rappeler les principales questions qui seront au centre de nos débats aujourd'hui. Lorsque vous participerez aux sessions, lorsque vous parlerez par exemple de gestion, il faudra vous demander comment nos concepts de management, de gestion évoluent. Et est-ce que vous pouvez vous inspirer des approches, des outils de gestion utilisés par exemple? Quelles sont les meilleures techniques et stratégies de conservation qui ont été développées? À quoi ressemblent-elles ces stratégies? Comment les appréhende-t-on? Et lorsque vous observez ces stratégies, ces démarches, est-ce que vous pensez que la vôtre est opportune, pertinente? Sur quoi nous fondons-nous? Autre question. Puisque au final, il ne s'agira pas simplement d'être motivé, de militer, il faudra aussi avoir des preuves. Il faudra de l'objectivité, mais du factuel pour valider, pour benchmarker. Quand on réunit toutes ces questions, il faut donc se demander comment nous pouvons améliorer nos outils de gestion. Et puis, il y a aussi la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça veut dire aussi le respect, ce qu'on appelle la compliance en médecine. Et au final, il faut aussi, bien sûr, se poser la question du financement et du financement durable de tous ces outils de gestion. Donc bien sûr, tout cela se fonde sur le passé, mais si vous n'avez pas les outils, vous ne pouvez pas non plus gérer de façon efficace ces aires marines protégées. Nous allons donc approcher le phénomène depuis plusieurs points de vue. Je vais commencer par rappeler les principales thématiques de la journée.
Tout d'abord, la gestion des aires marines protégées. Il y aura des sessions sur la planification, sur la mise en œuvre, sur le financement durable, etc. Par exemple, il y a une session sur les plans de gestion de A à Z, par exemple, où il y a un Knowledge Café qui, lui, s'intéressera à cette démarche. Comment passe-t-on, notamment pour le cas de l'océan Indien, du savoir, de la science, à un plan de management de gestion? Et puis, il y a d'autres points de vue, ceux de l'amélioration de l'efficacité de ces méthodes de gestion. Et puis, y a-t-il des références, des normes dans toutes ces méthodes de gestion? Par exemple, la certification, les normes, on va en parler aussi. Autre question, comment peut-on accroître l'efficacité en faisant un monitoring de tous les outils d'évaluation dont nous disposons? Donc, vous voyez, c'est vaste. Il y a une session sur les normes, sur les certifications. Il y a une session consacrée à ce qu'on appelle les listes vertes. Si vous avez l'UICN, une liste rouge des espèces menacées, eh bien, sachez qu'il y a de l'autre côté cette liste verte qui compile des normes, des certifications. C'est très enrichissant. Ou peut-être que vous vous intéresserez davantage au côté évaluatif. Il y a 2 sessions qui sont consacrées, elles sont consécutives sur ce qu'on appelle l'évaluation environnementale stratégique. Ou peut-être que vous vous intéresserez davantage à l'implication des différents acteurs dans les AMP. Même chose, il y a une session qui est consacrée à cette thématique. N'oubliez pas les Knowledge Cafés. Donc, des success stories au site en Europe, en Californie, vous aurez, je dirais, un horizon très très vaste à explorer avec des exemples à suivre. Et puis, bien sûr, il faut passer de la notion d'AMP à la notion de réseau de zones protégées. Même chose, là il faut en parler et voir le positionnement des AMP dans un monde qui évolue rapidement au fil de la révolution technologique. Je veux parler donc des réseaux nationaux d'AMP. Dans ce monde changeant, il y a aussi une session qui est consacrée à ça précisément, les AMP dans un monde qui change. Donc vous voyez énormément de thématiques, de sujets, de dénominateurs communs qui raccordent les sessions les unes aux autres. Et je vous invite bien sûr à profiter de tout cela. N'oubliez pas, je le rappelle, les Knowledge Café. N'oubliez pas non plus les projections, les films. Cette semaine, nous aurons vu au total 70 films. Il y a une salle de projection qui ne fait que ça. N'oubliez pas non plus le pavillon, où vous avez des annonces de festivals, où vous avez les publications, les éditeurs. Ce qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est cette session de Google. Toutes les gens qui font les Street View sous-marines des AMP, ça me fascine. C'était une petite note personnelle. Je vous invite à profiter de ce programme abondant. Et je repasse la parole à Olivier. Pour continuer à vous donner une façon d'aborder la journée, nous allons donc donner la parole à nos panélistes, en commençant par Marina Gomey. Marina Gomey est biologiste du milieu marin et elle s'occupe plutôt des aires marines protégées WWF Méditerranée. Elle participe à des projets en Algérie, en Libye, en Croatie, en Turquie, et où elle participe à des développements de plans de gestion. Elle s'attache aussi beaucoup aux questions d'approche écosystémique et à faciliter la participation des acteurs et les approches intersectorielles. Je pense qu'à partir de cette expérience, Marina, je vais vous demander de revenir au début, c'est-à-dire notre approche globale qui tend vers une approche intégrée, une approche écosystémique, et qu'on essaye de traduire à l'amont de toute chose dans un plan de gestion. Comment vous voyez-vous les enjeux de cette journée en termes de problèmes à discuter, et peut-être ce que vous en attendez pour progresser? Merci Olivier. So is it working? Yes. Well, so yeah, I wanted just to follow up on what also. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur ce que Dan vient de dire. Hier, nous avons bien compris la pléthore de choses dont il faut tenir compte quand on met en œuvre des plans de gestion. Il y a la biodiversité, il y a les considérations écologiques, ça n'est qu'un volet, mais il y a aussi les considérations socio-économiques qui sont finalement fondamentales. Il faut que tout soit intégré dans une approche globale, holistique, pour que les aires marines
conserver, puissent maintenir ou restaurer leur écosystème, puissent maintenir aussi leur tissu social, économique, etc. Il y a une chose que nous savons tous, même si au cours des 10 dernières années, énormément d'aires marines ont été protégées, nous savons que ça ne se traduit pas en une protection réellement efficace de nos écosystèmes. Et pour arriver à nos objectifs en termes de biodiversité, nous devons monter en puissance. Donc nous devons aussi nous améliorer au niveau de l'efficacité des outils de gestion. Mais nous savons aussi que c'est un gros challenge. Les managers, les gestionnaires de ces AMP, les autorités, les gens qui sont sur le terrain sont confrontés à énormément de défis pour s'acquitter de leur mission, pour mettre en place ne serait-ce un management, une gestion basée sur des services écosystémiques. Il y a cet atelier, les plans de gestion de A à Z que vous avez mentionnés. Dans cet atelier, nous allons entendre des success stories, parce qu'il y a des voies à suivre, il y a des exemples. Et il y a donc des AMP à travers le monde qui ont commencé à mettre au point des plans de gestion avec un cadre intégré, logique, avec une consultation avec les différents acteurs, avec des plans de monitoring qui permettent d'évaluer si oui ou non les objectifs de ces AMP sont réalisés ou non, avec des outils vraiment très avancés, avec des plans de zonage mis en place avec les acteurs, avec les plongeurs, avec les pêcheurs, avec le secteur du tourisme, si bien que la nouvelle réglementation de ces espaces marins est vraiment mise en œuvre avec l'aval, avec le soutien de toutes les autorités. Donc ça, c'est une approche concertée et vaste. Et nous allons entendre parler de ces expériences. Ça va être du concret sur le terrain. Et puis nous allons également, dans cet atelier, entendre parler énormément des efforts entrepris par un certain nombre d'autorités nationales qui, aujourd'hui, ont entrepris une espèce d'audit de leur plan de gestion. En review, comme on dit, pour passer d'une approche opportuniste à une démarche qui s'inscrit dans le temps, du durable, du long terme. Donc non seulement du point de vue des AMP, mais aussi du point de vue environnemental plus large. Donc durant ce workshop, cet atelier, vous allez entendre parler d'expériences concrètes. Ce sera le terrain. Je vais demander maintenant à Charlotte Caribouoy. Charlotte est biologiste de la conservation. Elle travaille à la Fondation internationale du banc d'Arguin, où elle coordonne le programme sur les aires marines protégées. Et elle a, je la connais pour ça, contribué à la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Charlotte, cette question de la participation des acteurs, vous l'avez vécu sur le terrain, vous avez pu aussi la discuter dans la commission des aires protégées de l'UICN, où vous avez quelques fonctions pour l'Afrique de l'Ouest. Comment pouvez-vous nous en parler? Et encore une fois, dans la perspective des discussions de cette journée, qu'est-ce qui vous paraît les difficultés à discuter, les problèmes à discuter et ce qu'on pourrait attendre de notre discussion? Merci Olivier, bonjour à tous. Je vais parler en français. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que la participation des acteurs, l'implication des acteurs est très importante. Apparemment aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de doutes là-dessus. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment et à quelle fin. Aujourd'hui, il me semble que c'est très important de réfléchir à l'implication des parties prenantes au-delà des formalités. Parce que souvent, on essaie d'impliquer les parties prenantes parce qu'on nous l'a demandé ou parce que c'est une condition préalable pour avoir, pour recevoir, pour obtenir des choses. Ça me semble important d'aller au-delà des consultations, des enquêtes. Il y a la question de l'appropriation des processus qui me semble extrêmement importante. Mais appropriation au-delà de la simple représentation
Nous avons souvent des indicateurs du genre le nombre de représentants de tel ou tel groupe dans les structures de gestion, par exemple. Ça me semble important, mais ce n'est pas suffisant. Quel est le rôle de tous ces représentants? Quelle est l'influence qu'on les laisse avoir sur les processus? Parce qu'on peut impliquer les gens, mais en se disant il ne faut pas qu'ils influencent trop les choses. Donc, à quel point sommes-nous prêts et ouverts à ces influences? Il me semble également que nous avons vu dernièrement, surtout dans la région où je travaille, nous avons vu beaucoup d'initiatives locales qui se développent, des communautés des usagers, des pêcheurs, qui décident qu'ils doivent mettre en place des mesures pour mieux gérer leurs ressources. Mais après, je me dis, quel est le rôle, quelles sont les capacités que tous ces acteurs ont à influencer et à prendre part au processus? Est-ce qu'il faut les abandonner à eux seuls en se disant voilà, très bien, c'est une initiative locale, donc ils ont toute la latitude et toutes les capacités à mener les processus, ou est-ce qu'il faut essayer de chercher quelles sont les contributions que les différents acteurs peuvent apporter, sachant qu'il faut éviter les deux extrêmes, c'est-à-dire l'abandon, comme je le disais, ou alors la récupération, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des questions vraiment de fond qu'il va falloir qu'on analyse. Je pense également, notamment dans les processus de création de nouvelles aires marines protégées, et je pense notamment à la question suivante: est-ce qu'il faut travailler avec les parties prenantes qui sont déjà nos alliés naturels? Parfois, c'est plus facile de s'adresser à ceux dont nous savons que de toute façon, ils sont d'accord. Ils ne vont pas trop nous déranger, ils ne vont pas trop poser de problèmes. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas, dès le début, déjà se dire mieux vaut impliquer même ceux qui ne sont pas nécessairement pour, puisque nous risquons après de revenir en arrière pour essayer de les impliquer a posteriori. Je pense également qu'il y a une question fondamentale qui se pose à moi, c'est comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on montre les effets d'une aire marine protégée, c'est-à-dire, finalement, c'est pour qui ces effets? Alors, j'aime bien raconter une petite anecdote. Une fois sur le terrain, on essayait de réfléchir à la méthode de suivi, justement, des effets d'une aire marine protégée communautaire, des effets écologiques, des effets socio-économiques, bien sûr. Il y a déjà de ça quelques années. Alors, on a essayé de tergiverser. Alors, les indicateurs, est-ce que c'est la taille des poissons? Est-ce que c'est la quantité des captures, etc. On était un peu perdus. Alors, on s'est dit, on va demander à quelqu'un de la communauté. On demande à un membre de la communauté, qu'est-ce que vous pensez? Que pourrait être un bon indicateur des effets positifs de votre aire marine protégée? Il nous a regardé, il nous dit, mais c'est très simple. Il dit, je vous donne un exemple. Il dit, chez nous, c'est dans l'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, il dit, chez nous, il y a une cérémonie traditionnelle qu'on a abandonnée depuis quelques années, parce qu'en fait, pour faire cette cérémonie, il faut une espèce particulière de poisson. Il dit, mais là, cette année, on va reprendre cette cérémonie qu'on avait abandonnée parce que cette espèce de poisson est revenue depuis la création de l'aire marine protégée. Nous étions complètement choqués parce que nous n'avions pas pensé à ça. Donc tout ça pour dire, les effets des aires marines protégées, c'est pour qui? Et c'est comment est-ce qu'on les mesure? Et c'est quels indicateurs aussi? Comment est-ce qu'on implique toutes ces parties prenantes, chacun avec ses intérêts, avec ses besoins et ses attentes? Et peut-être, pour ne pas trop monopoliser la parole, un dernier mot sur la transparence dans l'implication des parties prenantes, puisque c'est ça mon sujet en tout cas. La transparence me semble particulièrement importante. La transparence est vraiment de ne pas créer des attentes complètement irréalistes. Nous avons vu des cas où les gens se sont vraiment impliqués dans des processus d'aire marine protégée parce qu'ils croyaient que
très vite, on allait avoir des résultats très vite, on allait pouvoir reprendre les pratiques peu durables qu'on avait avant. Je pense qu'il nous faut une certaine humilité, une certaine sincérité au début pour dire voilà ce qu'on pourrait en attendre, mais il n'y a aucune garantie. Donc je pense qu'il y a des questions vraiment comme celle-là qui, à mon avis, aujourd'hui devraient être analysées. Alors nous allons avoir une série d'ateliers aujourd'hui sur la participation des parties prenantes, des acteurs. Nous allons avoir 3 ateliers, par exemple, dans l'amphithéâtre, où nous allons voir dans une première partie la participation des acteurs dans les processus de planification, de conception des aires marines protégées. Ensuite, nous allons voir dans la mise en œuvre des plans de gestion. Et enfin, dans la 3e partie, nous allons analyser les questions de gouvernance, parce que tout ça, c'est des questions de gouvernance. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui permettent aux différents acteurs de s'impliquer dans ces processus. Merci. Merci Charlotte. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est finalement cette question à nous tous. On a les principes, mais est-ce qu'on a vraiment envie de les appliquer ? On veut associer les acteurs, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à jouer le jeu ? Avec la question subsidiaire, est-ce que les acteurs eux-mêmes sont en capacité de jouer le jeu ? Monsieur Pierre Maille, vous êtes un homme politique français. Je le précise, je vous présente comme ça, parce que vous êtes peut-être un peu particulier dans cette table ronde, mais c'est d'autant plus intéressant. Vous êtes président du conseil général du département, c'est-à-dire du département du Finistère, et vous présidez, depuis sa création, le conseil de gestion du parc naturel marin d'Iroise, donc depuis 2007. Donc on a planté le décor, il y a un plan de gestion. Là, vous présidez l'instance qui, justement, permet aux acteurs de s'exprimer. Comment vous vivez-vous la mise en œuvre de cette gestion ? Quelles difficultés vous voyez? Quelle expérience vous en avez après quelques années de pratique? Merci, bonjour. Le parc marin d'Iroise est un parc qui porte sur un périmètre de 3000 km². Et au sein duquel nous avons 3 îles habitées, quelques centaines d'habitants, une centaine de pêcheurs permanents qui y travaillent essentiellement. Il y en a d'autres qui y viennent, mais une centaine qui travaillent en permanence. Bien entendu, des espèces protégées, nombreuses, que nous suivons, et des activités à la fois de tourisme, d'économie et d'environnement remarquables. Le parc marin a mis une dizaine d'années avant d'être créé, 10 ans de discussion entre les acteurs locaux et l'État. Et puis, à partir de sa création en 2007, nous nous sommes attachés à élaborer un plan de gestion. Pour élaborer ce plan de gestion, nous sommes fixés sur des objectifs. Nous n'avons pas parlé d'action, mais nous avons essayé d'identifier quels étaient les objectifs que nous voulions atteindre dans ce périmètre, en termes à la fois de connaissances, d'amélioration de la connaissance, en termes de développement, puisque des gens y vivent, bien entendu, et en termes de protection de l'environnement et de cet ensemble de richesses naturelles. Et les actions sont ensuite définies année après année pour essayer de mettre en œuvre ces objectifs du plan d'action. Peut-être une observation sur la façon dont l'élaboration du plan de gestion a été faite. Tout le monde y a participé. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de la table, des élus, des professionnels de diverses natures, pêche, économie, des chercheurs, des associations. Et sans doute, du fait de la nouveauté, à l'époque, chacun a eu l'enthousiasme de la création d'un plan de gestion et d'un premier parc français, avec cette fierté d'être le premier parc français. Peut-être que chacun ne mesurait pas forcément à quoi il s'engageait à ce moment-là. Et si dans 10 ans, puisque le plan de gestion c'est une dizaine d'années, si dans 10 ans nous nous remettons à travailler sur un plan de gestion, peut-être que certains seront plus prudents dans les objectifs qu'ils se fixeront, ne se rendant pas compte de ce à quoi ils s'engageaient. Mais je crois que le travail se fait en marchant et puis la conviction s'élargit aux uns aux autres.
Et en particulier, même si nous savons que le plan de gestion n'est pas un outil réglementaire opposable comme un document d'urbanisme à terre ou comme d'autres documents prescripteurs, nous avons la capacité de donner des avis conformes, c'est-à-dire des avis qui s'imposent à l'administration qui prend la réglementation. Et sans doute au moment de l'élaboration du plan de gestion, tout le monde n'avait pas cette conscience-là. Bon. Deuxième observation, c'est que quand nous réunissons notre conseil de gestion, il est important que chacun des membres représentant les différentes catégories de participants du conseil de gestion ait bien conscience que ce n'est pas au sein du conseil de gestion, et j'allais dire 3, 4, 5 fois par an, que se prennent des décisions, mais c'est chacun dans la collectivité dont il a la responsabilité, dans l'organisme professionnel dont il s'occupe, dans l'administration qu'il représente, dans l'association et la pédagogie qu'il mène auprès de ses usagers. C'est-à-dire que le plan de gestion, il n'est pas la propriété du conseil, du parc, mais il est sous la responsabilité de chacun de ceux qui se sont engagés au moment de l'adoption à l'unanimité de notre plan de gestion, de le mettre en œuvre. Et donc, il faut sans doute rappeler que quand la collectivité réalise sa station d'épuration ou son plan d'assainissement, quand le producteur de porc veut étendre son élevage, quand l'État définit une réglementation sur la circulation des navires, des paquebots à proximité de nos côtes, il a à un moment donné signé un plan de gestion sur lequel il a pris des engagements. Et donc, il faut rappeler quand même périodiquement que le plan de gestion, c'est là qu'il s'élabore, c'est là qu'il se met en œuvre. Pas qu'il s'élabore, c'est là qu'il se met en œuvre. Bon, ensuite, un parc marin, pour nous, c'était une nouveauté en 2007. Et c'est encore un peu une nouveauté pour certains, même 5, 6 ou 7 ans après. Et donc, il faut qu'il prenne sa place au sein d'un ensemble administratif qui est quand même déjà riche, d'administration de l'État, de collectivités locales, d'organisations professionnelles. Et de temps en temps, on a l'impression qu'il faut rappeler, ou que certains ont oublié qu'il existait un parc, qu'il avait un avis à donner, éventuellement un avis conforme qui allait s'imposer, et qu'il fallait de toute façon tenir compte de son existence, le consulter sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple à l'élaboration de plans algues vertes sur des bassins versants, sous la responsabilité de l'État, avec l'association des professionnels et des collectivités locales. On n'est pas sûr qu'à un moment donné, quelqu'un avait en tête qu'il fallait consulter le parc marin, alors que les algues vertes sont un des éléments de notre plan de gestion, en tout cas de préoccupation de notre plan de gestion. Mais même chose pour le préfet maritime, même chose pour le préfet du département quand il prend certaines réglementations. Pour mettre en œuvre notre plan de gestion, je le disais, nous fixons chaque année un certain nombre d'actions. Nous essayons de construire un panel d'indicateurs. Donc ça, c'est un travail extrêmement mobilisateur pour voir année après année comment nous pouvons espérer atteindre nos objectifs. Et je crois que là-dessus, nous avons fait un travail intéressant qui essaie, bien entendu, d'être un guide pour notre action et en même temps d'être un élément de pédagogie vis-à-vis de l'environnement. Puisqu'on nous interroge, j'ai entendu ça aussi dans ce que ceux qui sont intervenus avant ont dit, à quoi sert un parc marin ? Comment on peut valoriser et justifier son existence ? Et donc il faut que nos indicateurs soient lisibles, il faut qu'ils soient à la fois rigoureux sur le plan technique, scientifique, intellectuel, et en même temps qu'ils soient compréhensibles et lisibles et qu'ils permettent de suivre l'activité. Donc ça, c'est un aspect important. Bien entendu, après, nous lançons dans le quotidien des appels à projets pour organiser l'action, pour mobiliser les acteurs, pour expérimenter. Et je crois que cela permet en même temps à chaque catégorie professionnelle ou représentée autour de notre table de comprendre comment il peut se saisir de l'outil parc marin pour progresser dans ses activités. Préoccupation d'environnement de nos collectivités littorales, préoccupation des professionnels de la pêche, préoccupation des industriels des algues, comment on arrive à les mobiliser autour d'appels à projets qui, même si les sommes que nous mettons sur la table ne sont pas fondamentales, en tous les cas sont une incitation suffisante pour les mobiliser. Alors, bien entendu, nous essayons de valoriser notre territoire dans ses activités économiques, touristiques, auprès de ses habitants. Et puis, nous avons aussi, il faut le reconnaître, puisque c'est une nécessité de notre action, un rôle de contrôle et de police, même s'il représente 7 ou à 10% de nos activités.
nous avons, en partenariat avec les autres services de l'État, un rôle de contrôle et de police qui, je crois, est reconnu et admis. Et naturellement, puisque nous menons un certain nombre d'actions, il faut s'assurer que ni le braconnage, ni les incivilités vont venir contrarier ce que nous faisons. Dans le plan de gestion, nous avons un outil qui est un peu, à mon avis, sous-utilisé aujourd'hui, qui est ce que nous appelons la carte d'évocation, qui devait être réalisée au moment du plan de gestion. Une carte d'évocation, nous avons beaucoup discuté autour de cela. Et aujourd'hui, il y a sans doute une sous-utilisation de cet élément. C'est, comment le qualifier, une sorte de zonage de l'espace du parc marin, dans lequel nous avons essayé d'identifier par superposition de préoccupations successives les activités prioritaires. Alors, activité de pêche, activité humaine, activité de protection de l'environnement, etc. Sans que cela ne soit un zonage opposable, sans que cela ne soit un zonage exclusif. Mais je pense que dans l'avenir, nous aurons à retravailler sur cette carte d'évocation pour en faire sans doute un outil plus précis et plus lisible pour l'ensemble des acteurs en termes de qualification de l'espace au sein de notre parc marin et sans doute de suivi de nos objectifs. Merci beaucoup. Donc clairement dans vos propos, on voit que le plan de gestion, c'est pas une fin en soi. Quand on l'a, on n'est pas au bout de nos peines. Vous avez parlé de problèmes de positionnement institutionnel, d'avoir des indicateurs, d'avoir des moyens incitatifs, de faire de la police. Et je pense que la question que vous posez à la fin sur l'utilité du zonage qu'on a pu faire dans le plan de gestion est intéressante pour les discussions d'aujourd'hui. Je vais me tourner vers Glenn Ritchie. Vous êtes spécialiste de la gestion côtière à l'Université de Rhode Island et vous êtes responsable des formations et de la professionnalisation dans les domaines de la gestion côtière et des aires marines protégées, avec des initiatives innovantes de certification de professionnels des aires marines protégées en Afrique de l'Est. Clairement, on a besoin de professionnels, on a besoin d'évaluer les résultats de notre gestion, la façon dont on l'a fait. Vous êtes un spécialiste de ça. Comment vous réagissez aux premières interventions et comment vous voyez ces questions à traiter aujourd'hui? Merci. Globally, I think we're entering a new generation for MPAs. Je crois que nous entrons dans une nouvelle génération d'AMP. Les intervenants hier et aujourd'hui l'ont dit, la phase d'expérimentation se poursuit mais se termine à certains endroits. Mais nous avançons. Les gouvernements aujourd'hui ont des dispositifs en place qui permettent la mise en place de ces aires protégées. Mais nous savons aussi qu'il y a des tas de parcs qui ne sont pas si bien gérés et qui créent des conflits. Donc il y a cette période de grâce entre la création d'une AMP et le moment où la communauté locale reconnaît la création de valeur. La bonne nouvelle, c'est que nous savons que la gestion d'AMP fonctionne. Pour la plupart des AMP, bien sûr, c'est nouveau, ce sont des outils nouveaux, mais nous connaissons les méthodes de base. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est systématiser les outils, les méthodes de gestion de ces aires marines pour une gestion plus efficace. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit c'est un bien public ces AMP. Il faut de la formation, il faut un processus d'apprentissage pour que les gens fassent une bonne gestion. Donc c'est une profession à part entière, comme un médecin, comme un ingénieur. Il y a des connaissances particulières qu'il faut acquérir. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui et lui dire « gère donc une aire marine protégée ». C'est un métier, comme on dit. Fort de ce constat, nous avons dit essayons de professionnaliser. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons une démarche de normalisation, de standards.
Comment classifie-t-on tout d'abord les AMP? Il y a plusieurs catégories. Il y a d'ailleurs un guide qui a été publié, vous le connaissez sûrement, mais les gens posent encore énormément de questions là-dessus. Il y a une session ce matin qui est consacrée à cela. Et puis la deuxième session qui est consacrée à la liste verte dont Dan parlait. Donc ce sont les parcs pour lesquels les objectifs ont été réalisés, les exemples à suivre. Malheureusement, la plupart des parcs n'ont pas encore atteint ce stade. Et je vous disais, c'est un métier, c'est une profession. Imaginez, vous devez subir une transplantation cardiaque ou une intervention chirurgicale. Eh bien, vous pouvez faire confiance aux cardiologues, aux médecins. Enfin, vous savez que l'hôpital est un bon hôpital, mais vous dépendez quand même d'un praticien, d'un chirurgien. Donc, vous dépendez de sa connaissance, de son expérience, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a fait. Et chez nous, c'est pareil, c'est ça la clé. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de modules de formation pour les gestionnaires d'AMP, mais ce qui nous manque, c'est le feedback. C'est le retour pour toutes ces expériences. Et c'est sur le terrain qu'on apprend, vous le savez, c'est comme l'opération. Donc il y a des choses que l'on peut contrôler, mais ce que l'on ne peut pas contrôler, c'est la gestion interne, ce que les gens sur place font. Il y a ce programme de développement capacitaire de l'UICN et pendant le congrès 2012, ce programme avec tous ces modules avait été adopté. Et il y a là-dedans ce qu'on appelle le partenariat global pour la professionnalisation de la gestion des parcs. Voilà. Donc c'est vraiment très spécialisé. C'est faire de la gestion d'AMP un métier à part entière. Quel est ce programme? Tout d'abord, il y a la partie compétences. On énumère les compétences dont les gens qui feront de la gestion d'AMP auront besoin. Nombre d'agences gouvernementales n'ont malheureusement pas ces compétences. C'est très particulier. Donc les compétences, gros volet. Deuxièmement, deuxième question, quels sont les meilleurs cours, les meilleurs matériaux pédagogiques en ligne ou ailleurs que l'on peut utiliser pour se professionnaliser. Donc avec le but de créer aussi une bibliothèque en ligne. Troisième volet, c'est la certification. Comment évaluer, comment benchmarker? Comment nous assurer que les gens transmettent aussi l'expérience, le savoir qui permettront à d'autres de bien gérer ces AMP? On a ici un actif phénoménal, ce sont des trilliards de dollars si on voulait estimer tout cela. Donc il y a tout un savoir-faire à transmettre. Donc il y a une session cet après-midi qui va s'intéresser à ces sujets-là. Je sais que dans la salle, il y a pas mal de gestionnaires d'AMP. Donc si vous êtes des site managers, des rangers, venez. Cette session est pour vous. C'est du sur-mesure. Je sais que ça intéressera aussi d'autres intervenants, mais c'est surtout destiné aux gens du terrain. Donc pour conclure, oui, je dirais que les AMP rentrent dans une ère nouvelle, dans laquelle nous avons besoin de plus d'efficacité, de normalisation, de standardisation dans nos outils de gestion. Donc il faut pouvoir veiller à la transmission et au partage des compétences. Les fondamentaux de la gestion, c'est d'avoir des professionnels de la gestion certifiés. Fotios Papoulias, vous êtes fonctionnaire à la Commission européenne dans l'unité nature au sein de la Direction générale pour l'environnement, où vous êtes en charge de la mise en œuvre des législations européennes pour les oiseaux, les habitats, les espèces, en ce qui concerne la partie marine, bien entendu. Je me tourne vers vous pour vous poser la question. On va sortir de l'aire marine protégée, on va arriver au réseau des aires marines protégées et la notion de cohérence à laquelle on nous invite au niveau européen. On l'a d'abord abordé sous cet angle d'un certain nombre d'espèces et d'habitats pour lesquels on voulait un réseau représentatif pour les prendre en compte. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est de cette conception et quelles justement questions vous voyez, vous, à discuter aujourd'hui par rapport à ces questions de cohérence écologique? Merci beaucoup. So I will switch into English. First I should say that Tout d'abord, j'aimerais dire que
au niveau communautaire, l'élaboration et la gestion des AMP est étayée par la politique de l'Union européenne sur la biodiversité. Nous avons des objectifs sur la biodiversité, sur l'amélioration de l'état de conservation de tout un tas d'habitats et des écosystèmes, et nous avons des objectifs donc pour 2020. En même temps, il y a un cadre réglementaire assez ferme qui donc est lié aux AMP. Donc c'est bien sûr notre législation avec les directives concernant le réseau Natura 2000. C'est ce qu'on appelle le réseau écologique européen, toutes ces réserves pour protéger les espèces. Et puis deuxièmement, deuxième référence, deuxième législation pour ainsi dire, qui concerne aussi notre stratégie de conservation des aires marines, c'est la fameuse directive des aires marines. Je mentionne cela, je vous cite la réglementation, parce qu'il est important d'avoir un cadre contraignant. Et le développement d'AMP fait partie de cette directive de la stratégie des aires marines. C'est une mesure clé, un levier très fort pour nous permettre d'aller vers l'objectif d'un bon état environnemental de nos eaux sous-marines. Le réseau Natura 2000 joue d'ailleurs un rôle déterminant dans ce contexte. À partir de l'expérience acquise à ce jour, côté terrestre, pour ainsi dire, dans la mise en place de ce réseau, à partir de cette expérience, donc, eh bien, nous étendons, élargissons le réseau aux zones marines. Et là, nous sommes confrontés à deux défis. Le premier, c'est le défi de la législation. Quelles sont les zones marines dans lesquelles la législation s'applique et quelle législation s'applique? Et deuxièmement, le défi technique lié à la nécessité d'acquérir les compétences pointues particulières sur eh bien, la gestion des espèces marines. Je dirais que le défi législatif ou réglementaire, nous l'avons approché avec fermeté. Nos directives, nos textes s'appliquent à toutes les zones marines des États membres de l'Union européenne et pas simplement les eaux territoriales et côtières, mais aussi dans ce qu'on appelle les zones exclusives économiques, donc 200 000 nautiques à partir de la côte. Vous connaissez sûrement cette définition, ou même au-delà, dans certains cas sur le plateau continental. Mais là, maintenant, nous avons le deuxième défi, les compétences techniques. Et là, il faut acquérir, compiler toutes ces compétences techniques, tout ce savoir qui nous permettra de dire quelles espèces doivent être protégées de façon prioritaire. Nous avons développé pour cela une méthodologie. Ça fait déjà quelques années que nous y travaillons au sein de l'Union européenne avec le concours de l'Agence européenne pour l'environnement et aussi en coopération avec les États membres. Et cette méthodologie a été mise en place pour évaluer le niveau de conservation, de protection des espèces marines. Et donc par rapport aux différents habitats, bien sûr, la prairie marine, les caves, les grottes sous-marines, etc., etc. Le but étant vraiment d'évaluer la représentation territoriale, la présence, pour ainsi dire, de ces espèces à protéger. Nous le faisons pour pouvoir attribuer, bien sûr, les ressources nécessaires au sein de notre réseau. Et il nous faut cette méthodologie pour avoir une bonne distribution de nos efforts au sein du réseau. Il y aura les habitats des régions prioritaires, bien sûr. Donc ça a été développé avec des critères très très détaillés pour
pour la distribution, pour la représentativité. Et puis c'est une méthodologie plus adaptée à l'environnement marin qui a été mise en place. Alors c'est un processus, comment dire, qui ne se terminera jamais, continu, qui est là pour, bien sûr, peaufiner, améliorer notre maîtrise, notre connaissance, notre savoir sur les milieux marins. Et il y a aussi un monitoring de ce processus avec bien sûr le soutien de la Commission européenne et de l'Agence européenne pour l'environnement. Alors, votre question, la cohérence de notre réseau, où en sommes-nous? Bien sûr, il faut d'abord avoir une bonne représentation des habitats clés, des zones clés. Et dans le contexte de la directive, on développe aujourd'hui, on travaille aujourd'hui sur une méthodologie qui nous permettra au niveau communautaire d'évaluer aussi la représentativité du réseau d'AMP. C'est très technique, très compliqué, c'est un travail en cours, donc je n'en dirai pas plus. Mais sachez que l'expérience du réseau Natura 2000 est finalement l'élément clé. J'ajouterai également que l'expérience recueillie avec les différentes conventions régionales sur la protection des mers, c'est très important aussi. Nous avons cette convention sur les mers européennes et dans ce domaine-là aussi ça bouge beaucoup en termes de mise en place de zones marines protégées. Donc là encore, il y a une méthodologie. Donc tout ce travail fait au titre de ces conventions et de Natura 2000 a produit ces résultats et sera repris. Bien sûr, la gestion des AMP doit évoluer. Pendant que le réseau d'AMP se crée, monte en puissance, eh bien, on voit bien que les problèmes de gestion deviennent de plus en plus critiques. La certification, la préparation de plans de gestion, les mesures de conservation, l'implication des acteurs, la coopération interdisciplinaire ou transfrontalière entre États membres deviennent les questions brûlantes à l'ordre du jour. La coopération avec des conventions nationales, régionales aussi, tout ça sont des éléments clés aujourd'hui, nous le savons. Et bien sûr, la finance, le financement de ces plans de gestion. Et là encore, nous y travaillons. Nous avons un instrument communautaire que nous voulons développer encore davantage pour apporter le soutien nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Je me tourne vers vous, Imen Melian, pour conclure ce tour de table. Vous êtes spécialiste de la conservation du milieu marin. Vous dirigez la politique marine internationale à The Nature Conservancy. Et vous avez des expériences un petit peu partout dans le monde, et puis je dirais du local au global. Donc vous êtes certainement la personne idoine pour continuer cette discussion sur la cohérence des réseaux écologiques. Au travers des propos de Fotios, on voit bien qu'on a eu des approches peut-être simplistes de la notion de cohérence écologique. On est aussi dans des contextes politiques, institutionnels, des cadres légaux qui contraignent peut-être la notion de réseau. Voilà, comment voyez-vous les questions qui se posent et encore une fois ce que vous attendez des progrès qu'on pourrait faire aujourd'hui? Merci Olivier, bonjour à tous. Oui, en effet, c'était intéressant de suivre la discussion, commençant par Marina vers Fotios, parce que c'est une cohérence et les éléments s'entretiennent. Je vais parler plutôt des réseaux globaux des aires marines protégées. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler en français, parce que... I'll just switch to English because then I know that I'm going to hit technical words and then I'm just going to be in trouble. So oui, donc je vais plutôt passer à l'anglais, ça me sera plus facile. Désolé. I just wanted to talk about how are we seeing this globally, this notion of a global
cette notion de réseau global, de réseau mondial d'AMP, je voudrais commencer par là. Ça fait longtemps qu'on parle d'un tel réseau, bien avant que je ne vois la lumière du jour, pour ainsi dire. C'est Graham Keller qui a commencé, et il y a eu au fil du temps des définitions de représentativité écologique, et puis il y a eu la notion de gestion efficace, non pas d'AMP, mais de réseau, et puis les notions de résilience, de résistance par rapport au changement climatique, et puis la Convention sur la biodiversité écologique qui a été adoptée en 2010 a définit un objectif intéressant pour les réserves naturelles et de façon plus spécifique pour les aires marines. C'est un challenge qui a été donné au monde entier, à tous les pays, à savoir établir 10% d'aires marines, donc 10% d'aires gérées efficacement et représentatives au plan écologique. Et ça, comment dire, ça a lancé une sorte de concours, de course contre la montre. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts entrepris, parfois coordonnés, parfois moins coordonnés, mais ça a fait bouger les choses. Récemment, nous avons fait une espèce d'audit, un bilan pour savoir où nous en sommes. Vous savez, les pourcentages, les chiffres ne disent pas grand-chose. Mais parfois, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les tendances. D'ailleurs, cet après-midi, il y a une session sur les tendances et sur les pourcentages. Si vous voulez des chiffres beaucoup plus précis, venez cet après-midi, je ne vous les donnerai pas maintenant. Olivier, vous m'avez posé la question de la composante politique. Certains des intervenants ont dit qu'il y avait encore des conflits avec certaines communautés, avec les pêcheurs. C'est difficile de les avoir à ses côtés, de les mobiliser complètement. La rhétorique a changé ces dernières années. Aujourd'hui, on parle d'aires marines protégées pour les gens, d'AMP qui sont synonymes de création de valeur pour les communautés concernées. Quand on regarde les AMP par rapport à la densité côtière, eh bien, on se rend compte que la plupart des AMP sont là où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc ça devient difficile après d'essayer de supputer, d'évaluer la création de valeur quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de riverains. Donc ça, c'est un point à approfondir. Dans une assez large mesure, nous avons prôné du bout des lèvres les avantages des AMP pour les gens. Il faut peut-être plus travailler là-dessus. Il faut essayer de trouver des méthodes pour mesurer cette création de valeur, ses bénéfices, ses avantages. Il y a une très bonne étude là-dessus. Et puis, bien sûr, les services écosystémiques dont on parle beaucoup à ce congrès. L'histoire de Charlotte, son anecdote, a déclenché quelque chose chez moi. J'ai trouvé ça très intéressant. Son anecdote nous montre que là où nous n'avons peut-être pas été performants, c'est dans l'objectif qui consiste à concevoir dès le début, planifier dès le début des AMP, aussi par rapport à la valeur ajoutée, par rapport aux avantages que cela va amener aux communautés qui vivent dans ces endroits. On n'y a pas pensé. Au début, c'était surtout la conservation. Et là, il y a des critères écologiques, il y a des tas de critères. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Là, il faut un changement de paradigme. Alors, on m'a demandé de mettre des mots-clés. Vous les voyez, je l'ai mis, le changement de paradigme, il est là. J'ai mis bénéfice ou création de valeur pour les communautés, pour l'être humain, et j'ai mis changement paradigmatique. Alors la question c'est comment allons-nous mettre ces avantages socio-économiques, ces retombées, je vais les appeler comme ça, ces retombées socio-économiques, comment allons-nous les mettre au cœur même du processus de planification des AMP. Et puis bon, il y a ce côté management, gestion qui est lié à ça. The opportunity, because we do want to look at the future,
Et puis, il faut penser à l'avenir. Donc, pour moi, l'objectif Aichi révisé est une chance qu'il faut saisir. Car cet objectif 11 introduit 4 changements très importants. L'objectif adopté à Nagoya, il y a des gens qui ont dit, bon, bah, finalement, c'est toujours du 10%, niveau terrestre, ça a augmenté de 17%, les milieux marins restent à 10%, bon, rien n'a changé. Mais ce n'est pas vrai, il y a 4 éléments supplémentaires, nouveaux, qui, je crois, vont produire ce changement de paradigme dans la façon dont l'on fait de la conservation. Très rapidement, je les énumère. Outre les zones importantes pour la biodiversité, il y a cette nouvelle notion de zones importantes en matière de services écosystémiques. Donc il y a la biodiversité pour le bien-être des gens. Ça, c'est une direction politico-stratégique, ce que vous mentionnez tout à l'heure. On a beaucoup travaillé pour essayer d'identifier les zones importantes en termes de biodiversité. Mais quand on parle de services écosystémiques, quelles sont les zones pertinentes, importantes? Eh bien, cet après-midi, il y aura une session là-dessus, avec des idées qui vous paraîtront peut-être folles, mais nous vous invitons à venir pour partager vos suggestions, vos idées. Là-dessus, c'est important. Donc ça, c'est le premier élément. Les 3 autres. Il n'y a pas seulement les AMP, mais aussi des zones de mesures de conservation efficaces. Par exemple, est-ce que des zones de gestion des quotas de pêche doivent faire partie de ce que l'on prend en compte pour les 10%? La question étant de savoir qu'est-ce que je comptabilise, qu'est-ce que je ne comptabilise pas. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est le deuxième élément que je trouve important. Ensuite, il y a, outre la notion de gestion efficace, il y a aussi cette notion de droit, d'équité par rapport aux priorités des populations locales, ce qu'on appelle le equity. Ça aussi, un nouveau critère. Et le dernier critère qui a été rajouté, celui que je préfère, c'est le suivant. Ces AMP ne peuvent pas fonctionner comme des îlots de conservation dans un vaste océan de la déchéance. Non. Nous avons vu qu'il y a de plus en plus de conflits. Au fur et à mesure que nous concevons et que nous gérons ces AMP, il faut tenir compte de ce qui entoure ces zones. Ces zones de protection ne peuvent pas être gérées de façon isolée. C'est impossible. Il y a tout ce qui est autour. Et il y a une session qui va en parler, Changing Approaches, à 15h15. Dans la salle Leslie Dan, nous avons reçu énormément d'ailleurs de protestations sur ce que nous affirmons, donc venez vous exprimer dans le contexte de ce débat. Il est temps de vous libérer pour aller rejoindre les ateliers avec certainement beaucoup de conflits pour choisir entre les différents ateliers qui vous ont été proposés. Je vous rappelle juste qu'en début d'après-midi, vous avez le Midday Debate, le débat de la mi-journée, et qu'aujourd'hui, il sera entre John Day de la Grande Barrière de Corail et Linwood Pendleton, spécialiste de l'évaluation économique des services écosystémiques. Je vous demande aussi, je vous fais un petit rappel, pour les sorties de terrain de samedi, il faut aller s'inscrire au stand méditerranéen des aires marines protégées, là, dans l'espace des stands. Donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire si vous souhaitez profiter de ces sorties de terrain en espérant que le vent se calme un petit peu d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Profitez bien de la journée. On se retrouve en fin de journée pour essayer de tirer des conclusions de tout ce que vous aurez discuté dans les ateliers et les Knowledge Café. À tout à l'heure.